Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Lucie, bénévole à la base, et je suis ravie de vous accueillir pour cet événement en ligne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture biologique et son rôle dans la préservation de l'environnement. Mais avant, je tiens à vous présenter donc la base. La base a été créée pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. C'est un lieu de 700 mètres carrés dans le centre de Paris, au 31 rue Bichat, dans le 10e arrondissement. C'est à la fois un bar associatif, donc un espace convivial et public, et c'est aussi un lieu d'échange, de synergie, et donc une porte d'entrée vers l'engagement citoyen. La base organise des événements gratuits toutes les semaines au rez-de-chaussée afin de sensibiliser, d'informer et de former. Elle propose aussi de rejoindre des organisations et de participer à des mobilisations concrètes comme des pétitions, marches pour le climat, actions non violentes, etc. Et en plus d'être une porte d'entrée vers l'engagement, la base s'est fixé deux objectifs. Donc, c'est d'apporter soutien logistique et créer du lien entre les différents acteurs du mouvement pour le climat et la justice sociale. Et donc, pour cela, les trois étages du bâtiment, il y a des espaces donc, de coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage. Et donc, depuis son ouverture en mars 2019, donc il y a déjà 2 ans, la base est devenue une communauté qui regroupe des dizaines d'organisations, des centaines de bénévoles et des milliers d'adhérents. Et donc, aujourd'hui, comme vous vous en doutez, la base est fermée vu le contexte actuel. Ça concerne le bar où se passent les événements, mais aussi les espaces de travail où les organisations ne peuvent plus venir. Et comme il était hors de question de laisser un lieu vide en plein Paris et en pleine crise, on a repensé les espaces de la base pour les adapter à la situation et les rendre le plus utiles possible, donc avec des distributions de bons, des permanences pour l'organisation La Cloche, des soutiens aux commerçants du quartier, des maraudes alimentaires et vestimentaires, etc. Et donc, évidemment, on continue d'informer sur les réseaux sociaux, de former grâce à des événements en ligne comme celui-ci. Et donc, cependant, bien qu'à la base, on soit toujours mobilisé et actif, on doit faire face justement à un danger financier important. Avec le bar qui est fermé, les espaces de travail désertés, on perd 60% de nos revenus. Donc, avec les charges qui sont toujours ici et avec le loyer conséquent, c'est un petit peu compliqué. Donc, si toi aussi tu veux faire quelque chose pour que le lieu continue à exister, vous pouvez faire un don en ligne sur le site de la base. Donc, c'est www.labase.paris/don. Donc, merci beaucoup par avance pour le soutien. Et donc, maintenant, j'ai passé la parole à Castille Jacquet de chez Quel Bon Goût, avec ces deux invités qui vont vous qui vont vous parler d'agriculture biologique et donc leur rôle dans la préservation de l'environnement. Voilà, très bon live. Merci beaucoup, Lucie. Donc, merci d'organiser cet événement avec Quel Bon Goût. Donc, rapidement, Quel Bon Goût, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, Quel Bon Goût, c'est une entreprise sociale et solidaire qui est partie d'un constat chez les consommateurs et chez les producteurs locaux. Chez les producteurs, on est parti du constat que 71% préfèrent acheter des produits locaux et que 58% aussi d'entre eux préfèrent acheter des produits frais et de saison. Mais que le premier frein à cette consommation, c'est le prix. Donc, 82% d'entre eux évoquent le prix comme un frein pour accéder à ce type d'alimentation. Et ensuite, les producteurs locaux, eux aussi, évoquent un désir de travailler plus en circuit court et notamment pour l'aspect rémunérateur du circuit court. Donc, on inclut dedans la vente directe. Parce que 80% en moyenne du prix de vente revient au producteur. Mais là aussi, il y a différents freins à ce type de distribution alimentaire. Et c'est le frein de financier. Donc, 34% de la part du chiffre d'affaires est dédié à la logistique pour un maraîcher en circuit court. 45% du temps du travail aussi est dédié à la vente en circuit court. Et 6% du prix de vente revient au producteur seulement en circuit long. Donc, face à ces constats, Quel Bon Goût a décidé de proposer une solution depuis 2013. C'est donc la vente de produits locaux de saison dans les quartiers nord-est de Paris à travers ses boutiques, mais aussi ses points partenaires. Donc, qui va permettre à des consommateurs dans le bassin parisien d'avoir accès à des produits locaux de saison à des prix réduits et aussi à des producteurs locaux, notamment en Picardie, de pouvoir accéder à ce bassin de consommateurs parisiens
sans passer trop de temps en fait à s'organiser et aussi en étant rémunéré justement. Et donc tout ça, en fait, toute cette organisation se fait en ligne sur notre site internet sur lequel vous pourrez accéder plus tard dans la conférence. Donc juste brièvement comment ça marche. Le producteur indique ses produits disponibles. Le consommateur ensuite les commande en ligne à travers notre site. Le producteur du coup va aller livrer les produits commandés à notre point dépôt avant ensuite que nous allons les chercher à ce point dépôt pour ensuite les assembler et les mettre en unité dans l'entrepôt. Et ensuite, il est livré dans les boutiques. Donc aujourd'hui, nous avons des boutiques dans le 20e et 19e arrondissement de Paris, mais aussi dans des points partenaires comme à Romainville, Saint-Ouen et d'autres villes en Île-de-France. Donc, voilà. Alors, avant de présenter, bien sûr, un de nos producteurs, Philippe Loger, qui a bien voulu participer à cette conférence, et je le remercie déjà d'avance, je vais juste vous présenter, du coup, le déroulé. Donc, en fait, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc, le thème de la conférence aujourd'hui, c'est l'agriculture biologique et son rôle dans la préservation de l'environnement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est déjà l'agriculture biologique? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, on va juste faire une petite définition. Ensuite, on va aussi voir les intérêts de l'agriculture biologique pour la préservation de l'environnement. Et en fait, on va essayer de détacher cette question en trois sous-thèmes. Donc, l'agriculture biologique pour la préservation de la biodiversité, le respect aussi de l'agriculture biologique, notamment sur la fertilité des sols, et le respect aussi de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est pour ce qui est du côté plutôt avantageux de l'agriculture biologique. Mais bien sûr, il y a aussi des limites à cette agriculture. Ce n'est pas un idéal, ce n'est pas vers ce sur quoi tout le monde se tourne, ou tous les producteurs en tout cas. Et donc, on va aborder plutôt les défis. Et le but du coup de cette conférence, c'est que vraiment tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse poser des questions. Elles seront regroupées elles seront regroupées et ensuite envoyées. Donc moi, je pourrais les poser directement au producteur. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, comme je l'ai dit là dans les quelques règles de conduite pour que cette conférence se passe bien, soyez curieux. Vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et vraiment, on est juste là pour tous apprendre, s'écouter, être bienveillant et vraiment échanger au maximum pendant cette heure-là, puisque la conférence va durer jusqu'à 20h30. Et ben voilà, et ben du coup, je vais passer directement la parole à Philippe Leget, qui est donc un de nos producteurs. Philippe, est-ce que tu peux rapidement te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, ton métier et depuis quand est-ce que tu cultives l'agriculture biologique? Bonsoir à tous, donc Philippe Auget, je suis agriculteur avec mon épouse depuis 1988. On est installé sur une ferme dans l'Oise, une toute petite ferme d'élevage, on est éleveur à la base. Alors je vous passe 30 années de carrière pour arriver à la conversion bio en 2009 où on était éleveur de porc déjà sur paille et on a basculé en bio en 2009 tous nos élevages. C'est-à-dire, on est éleveur de porc, on est éleveur de moutons, de chevaux et de bovins. Voilà. Et on fait de la vente directe depuis 25 ans à peu près sur la ferme. On a un atelier de découpe et de transformation sur la ferme, et ce qui a permis, malgré la petite taille de notre exploitation, puisqu'on ne fait que 50 hectares qui sont que des herbages, qui a permis d'installer Cécile, notre fille, que vous devez connaître chez Quel Bon Goût, qui est en contact avec vous, et qui aujourd'hui nous permet également d'installer son mari Benoît également sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, on est deux couples à travailler sur l'exploitation, plus 3 salariés à temps complet. Voilà. Merci beaucoup. Donc un deuxième producteur aussi qui travaille aussi avec Quel Bon Goût, Emmanuel Decailleux, devait aussi intervenir pendant cette conférence, mais il y a eu un petit souci de dernière minute. Donc si jamais il arrive à rejoindre cette conférence, ce sera pour le mieux. Et sinon, ce n'est pas grave, on vous a quand même Philippe, donc on peut quand même faire cette conférence. Donc voilà, mais juste pour brièvement présenter Emmanuel, donc c'est un producteur aussi
qui travaille chez Quel Bon Goût et qui est principalement un producteur laitier, mais surtout de légumineuses. En tout cas, c'est comme ça que le partenariat s'est défini avec lui pour Quel Bon Goût. Et donc, lui aussi est un producteur bio. Et le but, en fait, était de vraiment avoir ces deux aspects, ces deux visions-là, côté producteur animalier et plutôt côté producteur maraîcher. Voilà. Donc, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer directement. Donc, c'est vrai que j'ai voulu un peu reprendre quelque part en arrière et juste remettre à plat qu'est-ce que c'était l'agriculture biologique. Donc, j'ai repris la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et eux définissent l'agriculture biologique comme un système privilégiant la gestion des écosystèmes plutôt que l'apport d'intrants agricoles extérieurs sur le long terme. Et en fait, j'ai ensuite rajouté celle du ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentaire, parce que la première définition que je vous ai donnée, c'est vraiment une définition globale qui se veut être la plus universelle possible, mais il faut savoir que l'agriculture biologique, c'est aussi propre à chaque pays. Chaque pays a une définition de l'agriculture biologique, donc ça va pas être pareil en Espagne qu'en France. Et aujourd'hui, on va spécialement parler de l'agriculture biologique en France. Donc, c'est pour ça que je vous ai remis la petite définition du ministère français qui dit que l'agriculture biologique est un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM, et limite l'emploi d'intrants. Donc voilà, maintenant, c'est qu'une définition, c'est pas forcément aussi l'avis peut-être des producteurs. Donc, c'est maintenant que je me tourne vers vous, Philippe. Est-ce que vous pouvez juste nous donner votre définition de la bio et aussi pourquoi est-ce que vous avez en fait décidé de vous mettre à l'agriculture biologique et de changer tout ça? Et est-ce que vous êtes vraiment en accord avec ces définitions-là? Alors, c'est des définitions que je découvre. Donc, je ne peux pas j'ai pas encore le temps de les éplucher à fond. Je pense que pour la plupart des gens, la notion de bio est tout de suite liée au fait du non-emploi de produits chimiques. Pour moi, je pense que c'est la première réflexe de tous les gens qui, quand on parle bio, c'est qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Bon, je pense que la base est tout à fait vraie. Après, c'est vrai que le respect des équilibres naturels, pour nous, c'est fondamental parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une biodiversité qui nous permet d'éviter le développement de certaines maladies en culture. C'est des choses qui n'existent plus sur l'agriculture conventionnelle où effectivement, le dégât des produits phytosanitaires fait que on a perdu énormément en écosystème et en biodiversité. Le fait de revenir à une agriculture bio permet de retrouver des écosystèmes qui finalement, on s'aperçoit aujourd'hui avec toutes les recherches qui sont faites, parce que les bio, je dirais, sont un petit peu les aventuriers de l'agriculture de demain, mais aujourd'hui, le conventionnel cherche à aller aussi vers des techniques de production beaucoup moins basées sur la chimie, et on s'aperçoit effectivement que tout ce qui est écosystème, biodiversité avait et a son rôle dans la lutte contre tous les bioagresseurs qu'on peut rencontrer dans notre métier. Bon, ça c'est pour la partie culture. Pour la partie élevage, nous, puisqu'on est surtout éleveurs, moi, pourquoi je suis venu au bio avec mon épouse? Parce que le système de production de porc, quand on a opté, je ne vais pas vous faire l'historique de ma carrière professionnelle parce qu'elle n'est pas forcément passionnante, mais quand on a décidé de se mettre à produire du porc, on n'a pas voulu rentrer dans les conditions de production, standard. On a tout de suite voulu s'orienter vers une production de porc sur paille. Et puis, en fait, la conversion est venue naturellement parce qu'on s'est aperçu que dans notre système où les animaux étaient moins tassés, avaient plus de place, avaient un accès extérieur, on consommait finalement très très peu d'antibiotiques par rapport à ce qui se faisait en méthode traditionnelle, et que le pas pour passer en bio était vraiment minime, d'autant plus que dans notre tête on était déjà plutôt bio. Donc en fait pour nous ça n'a pas été un problème de venir en bio, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur mes explications, il faut me le dire.
Mais Si. voilà. Et puis on va. C'est un choix. Vous devenez bio parce que vous l'avez. On ne peut pas forcer un agriculteur à devenir bio. Il faut d'abord que la démarche soit faite dans la tête. Et une fois que on a décidé dans notre tête de devenir bio, après, parce que c'est pas la conversion au bio et le bio n'est pas, comment dire, un parcours pavé de roses et merveilleux où tout va bien. On a une charte à respecter, bon, qui oblige, qu'il y a des contraintes, une charte européenne, et c'est une agriculture que l'on redécouvre. Donc, on a des succès, puis on a des gros échecs aussi. Hein, parce que effectivement, il y a quand même certaines maladies, certains ravageurs, certains problèmes qui se traitent bien avec les produits conventionnels auxquels on n'a plus droit en bio. Et il faut apprendre à vivre sans. Des fois, c'est difficile, quoi. Et c'est quand je dis que c'est difficile, c'est qu'économiquement, ça peut coûter très cher. Mais bon, après, c'est un choix qui est fait, qu'on assume et bon, qu'on essaye de. C'est ce qui apporte de l'intérêt au métier, c'est du moment de chercher des solutions aux problèmes qu'on peut rencontrer. Ouais. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup. Il y avait déjà beaucoup d'informations pour une simple définition de l'agriculture biologique, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, ça vous apprendra à me poser des questions. Mais vraiment, ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est ce désir de retrouver en fait les bénéfices des écosystèmes et en fait les remettre au centre de l'agriculture, parce que de là, en fait, va découler plein d'externalités, j'allais dire positives. Donc je pense que si on devait retenir peut-être un mot positif, enfin un mot qui définirait l'agriculture biologique, ce serait les écosystèmes. Et j'aime bien aussi quand vous avez dit que l'agriculture biologique, c'est aussi un mode de pensée de l'agriculteur que lui, en fait, doit enclencher avant de vraiment se mettre à le faire de manière pratique. Donc ça, c'est intéressant. Alors, si hop, du coup, on va rentrer. Donc là, on va rentrer dans la partie donc plutôt avantage en fait de la bio et pour la préservation de l'environnement, parce que en soi, c'est un peu le but de la bio, c'est de vraiment préserver l'environnement et ses éléments naturels. Et ensuite, on pourra aborder les défis dans un second temps. Donc, je rappelle juste aux participants qui nous écoutent que n'hésitez pas à poser des questions pendant la discussion. On pourra ensuite les partager avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vais commencer d'abord juste par peut-être énoncer ce qu'on lit en fait sur la bio et sa préservation de l'environnement, notamment pour la biodiversité. Et ensuite, Philippe, je vous laisserai réagir face à ça et je vous laisserai donner peut-être des exemples concrets sur vous, comment est-ce que vous le faites au sein de votre exploitation agricole. Donc, l'agriculture biologique, elle préserve la biodiversité à travers l'optimisation de son cycle nutritif et énergétique de la production agricole, à travers une diversité des associations des végétaux et des animaux. Elle va aussi essayer elle va vouloir préserver aussi les éléments naturels qui sont à l'intérieur, mais aussi en périphérie des champs organiques. Comme on l'a dit aussi dans la définition, elle va faire en sorte que les produits chimiques ne soient pas utilisés sur les terres d'exploitation. Et donc, ça va être propice au développement de la faune sauvage. Et un dernier point, c'est l'utilisation d'espèces sous-utilisées pour réduire l'érosion de l'agrobiodiversité. Et donc, un petit chiffre aussi, juste pour illustrer tout ça, c'est ce 30%. 30%, c'est 30% on compte en moyenne 30% d'espèces animales en plus dans les passerelles d'agriculture biologique plutôt que dans les passerelles d'agriculture conventionnelle. Donc voilà, c'est vraiment en fait ce qui ressort en tout cas de l'agriculture en termes de protection de l'environnement et surtout de la biodiversité. Donc maintenant, je me tourne vers vous, Philippe. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment est-ce que vous, concrètement, vous arrivez ou vous tendez vers une protection de la biodiversité au sein de votre exploitation?
La biodiversité, si vous voulez, vous l'entretenez déjà en n'utilisant pas de produits chimiques, parce que bon, là, tous les essais sont très clairs là-dessus. L'utilisation de produits chimiques, que ce soit des désherbants, des insecticides, etc., nuisent terriblement à la biodiversité. Donc là, en bio, on n'en utilise pas, donc forcément, on a une densité je dirais, de biodiversité bien plus élevée sur nos parcelles. En plus, nous, on essaye d'avoir des parcelles qui ne soient pas trop grandes, donc qui soient séparées par des haies dans lesquelles on a aussi beaucoup d'animaux et d'insectes qui peuvent nicher et qui peuvent venir nous aider à lutter contre toutes je dirais, les prédateurs de nos cultures. Je pense notamment aux carabes qui se développent énormément et qu'on essaye de maintenir sur nos cultures, qui sont vraiment très, très intéressants. Mais on a aussi, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais aujourd'hui, ce qui me conforte, si vous voulez, dans le choix de la bio, c'est que s'il y a 10 ou 15 ans, quand on a commencé, je dirais les institutions qui font la recherche en France, que ce soit l'INRA, que ce soit Arvalis, que ce soit Terrinovia, ne nous considéraient, ne s'intéressaient même pas au bio. Aujourd'hui, il n'y a pas un journal qui sort pas sans un article sur la bio, et surtout avec des essais qui montrent que tous les problèmes qu'on peut rencontrer en agriculture conventionnelle, de résistance aux insecticides de certains insectes, de résistance aux désherbants, etc., sont liés au fait à la destruction de la biodiversité. Et on s'aperçoit que si on arrive à remettre en place cette biodiversité, je dirais, de manière simpliste, tout rentre dans l'ordre. Alors, c'est un peu exagéré, mais en fait, moi, ça me conforte, comme je vous le disais, dans ma décision, c'est qu'aujourd'hui, les institutionnels font des essais et montrent qu'effectivement, on a raison. Donc ça, pour moi, c'est fondamental et ça montre effectivement qu'il faut continuer dans cette voie-là. On n'a pas de… Si on veut… l'agriculture conventionnelle est un peu dans une impasse. Clairement, on a des gros problèmes, alors je ne vais pas rentrer dessus, mais de résistance aux insecticides, de résistance aux désherbants, etc., etc. Et on ne sait plus comment régler ces problèmes-là. Et en reprenant les fondamentaux de l'agriculture biologique, allongement des rotations, plantation de haies, préservation de l'environnement, on arrive à cultiver des plantes que l'on n'arrivait plus à cultiver. Je pense au colza, notamment dans le centre de la France, où on a d'énormes problèmes de résistance à tous les agresseurs. Eh bien, si on allonge les rotations, si on replante des haies, eh bien, on arrive à recultiver parce qu'on a moins de bioagresseurs. Voilà. Donc, là-dessus, pour votre question du départ, l'agriculture biologique préserve la biodiversité. Oui, et d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est absolument nécessaire pour continuer à pouvoir produire des denrées alimentaires. Et j'avais une question sur comment est-ce que vous arrivez à remettre en place la biodiversité? Est-ce que vous laissez la nature faire, dit grossièrement, ou est-ce que justement vous allez essayer d'apporter un soutien ou une aide pour… Alors, si vous voulez, la nature a horreur du vide. Donc, il suffit d'arrêter de traiter pour que déjà la nature reprenne sa place. Il n'y a pas besoin d'apporter des vers de terre, il n'y a pas besoin d'apporter des carabes, ils vont se redévelopper tout seuls. Si tant est qu'en plus vous avez vous entretenez des bandes d'herbes sur lesquelles vous pouvez que vous broyez qu'une fois par an, que vous mettez un peu de haies, des bordures de bois, etc. La nature reprend sa place tout de suite. Là-dessus, c'est le côté formidable, c'est que je dirais la destruction qu'on a pu réaliser n'est pas absolue, elle n'est pas irrémédiable. Si on arrête, on peut relancer la machine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais… Oui, si. Donc, en fait, il faut juste laisser la place, laisser le temps et la biodiversité… Il faut du temps et de la patience. C'est un nouvel équilibre à retrouver.
Et du coup, comme vous favorisez un retour de la biodiversité, quand est-ce que, donc, et que ça prend du temps, à partir de combien de temps est-ce que vous voyez un peu les effets de ce retour de la biodiversité? À partir de combien de temps est-ce que les effets… Ça va très vite. Ça peut venir très très vite. Au bout d'une année ou deux, déjà, vous avez une amélioration très nette de la biodiversité. Il y a pas de, ça vient très vite. Je ne sais pas si on a des questions qui sont ressorties du chat déjà sur cette première thématique. C'est vrai qu'on pourrait peut-être aller plus loin, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, du coup, pas forcément de questions, on me dit. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose sur ce thème-là, Philippe? Non, moi je… Alors, du coup, on va passer à l'autre sous-thème qui était la fertilité des sols. Donc, après qu'on ait vu que l'agriculture biologique va vraiment essayer de favoriser un retour à la biodiversité, qui ensuite, elle, va apporter des avantages à l'exploitation, l'agriculture biologique, elle va aussi essayer de respecter la fertilité des sols. Et là, la première idée souvent qui vient en tête, c'est l'exclusion d'utilisation d'engrais chimiques, des OGM. Et donc, par exemple, vous avez déjà cité un peu auparavant aussi, mais il y a d'autres méthodes aussi qui permettent d'entretenir la qualité des sols. Donc, vous avez cité, Philippe, la rotation des cultures, mais aussi les associations symbiotiques. Peut-être qu'on pourrait un peu en parler et expliquer vraiment ce que c'est. Les cultures de couverture, les engrais biologiques et le labourage superficiel des terres. Donc voilà, plein de méthodes. Certaines sont certaines peut-être vous utilisez, Philippe, et vous pourrez nous en parler. Certaines peut-être que vous connaissez. Mais voilà, c'est vraiment des méthodes qui tendent à favoriser la qualité des sols et des méthodes aussi qui veulent améliorer la composition et la structure des sols. Donc, avoir un sol plus riche pour développer l'agriculture. Et donc, du coup, le petit chiffre aussi que j'ai ressorti, c'est 23%. Et c'est le FNAB qui dit que 23% des terres ont connu une réduction de leur productivité en raison de la dégradation des sols. Donc, c'est peut-être aussi un argument pour passer d'une culture conventionnelle à une culture plus biologique, pour vraiment, en fait, avoir des bénéfices, du coup, d'augmenter sa productivité par le souci d'avoir des sols fertiles et de bonne qualité. Voilà. Philippe, du coup, je me tourne encore une fois vers vous. Est-ce qu'il y a des méthodes que vous utilisez sur votre exploitation, justement, pour favoriser la qualité des sols et leur fertilité? Lesquelles sont-elles et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, nous, nos exploitations, comme je vous le disais, on est une exploitation d'élevage sur laquelle, pour le moment, on n'a que des pâtures. Donc, l'entretien de nos pâtures, c'est essentiellement un épandage de fumier tous les ans dessus, qui leur permet de nourrir les plantes et qui nous permet d'avoir de l'herbe de bonne qualité. On a un voisin qui prend sa retraite et on est en train de reprendre son exploitation qui était déjà en bio. Et là, si vous voulez, ça va nous permettre de vraiment de boucler la boucle de ma vision de l'agriculture bio. C'est-à-dire que pour moi, l'agriculture bio, c'est la polyculture élevage. C'est un système simple. Vous avez les animaux que vous nourrissez avec les produits que vous produisez sur vos terres, qui vous font du fumier, qui vous servent d'engrais pour cultiver, et la boucle est bouclée. Et ça, pour moi, c'est la base, mais vraiment la base d'un système bio. C'est-à-dire une exploitation qui est totalement résiliente, elle tourne en boucle sur elle-même, elle produit de l'engrais pour ses terres et pour nourrir ses animaux qui produisent de la viande, du lait, ce que vous voulez. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base du fonctionnement de l'agriculture biologique. Après, il y a d'autres conditions. Vous avez parlé de rotation et comme je vous ai dit tout à l'heure, le principe
en bio, c'est d'avoir des rotations très longues pour éviter d'avoir des bioagresseurs qui s'installent sur la même culture que vous faites tous les 2 ans. Donc, si vous faites une culture, vous faites des rotations sur 6 ans, 7 ans, voire 10 ans parfois. Vous mettez de la luzerne dedans qui va vous apporter pendant 3 ans de l'azote, qui va vous enrichir le sol en azote. Vous faites un blé derrière qui sera de bonne qualité, puis une orge derrière. Nous, on va faire aussi des lentilles derrière qui sont une légumineuse qui vont vous rapporter de l'azote, qui permettront à nouveau de faire un triticale derrière. Et puis, etc., etc. Et le fait d'avoir 7 ou 8 cultures différentes qui se succèdent fait qu'elles sont absolument pas sensibles aux mêmes bioagresseurs. Donc, en fait, on ne sélectionne pas les bioagresseurs et donc on va comme ça sans problème de maladies graves sur nos cultures. Et c'est la même chose pour la présence de mauvaises herbes. On fait des cultures de printemps, on fait des cultures d'hiver, on fait des cultures d'été, on fait du tournesol, on fait de la lentille, on fait du blé d'hiver, etc. Et toutes ces différentes cultures font qu'en fait, au niveau des mauvaises herbes, on sélectionne pas de mauvaises herbes non plus, parce qu'on a toujours un moyen, si c'est pas l'année 1, ce sera l'année 2, on arrivera à l'avoir. Et tout ça fait que c'est un ensemble qui est, je dirais, parfaitement cohérent, mais qu'il faut maintenir cohérent. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de céréaliers qui basculent dans le bio sans élevage. Pour moi, c'est un système dans le temps qui n'est pas durable. Voilà. Bon, après, alors, sur la fertilité des sols, bon, je vous le disais tout à l'heure en aparté, j'ai un petit bémol à apporter, parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, toutes les études qui sont faites par Arvalis montrent que moins on bouge le sol, moins on travaille le sol, et plus on maintient sa fertilité, parce qu'en fait, on ne dérange pas je dirais, les habitants et champignons qui s'installent dans le sol. Donc tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est larves, tout ce qui est champignons, on s'aperçoit qu'autour de chaque racine de plante, il y a toute une rhizosphère qui travaille et qui permet l'assimilation des éléments minéraux par les plantes. Enfin, on est en train de découvrir quelque chose qui fait que la conclusion, c'est qu'il faut travailler le moins possible le sol. Parce que moins on bouge le sol, moins les vers de terre perdent de nord, je dirais, et moins on remet, on détruit tout ce que les champignons ont pu construire dans le sol. Or, le problème de l'agriculture biologique, c'est que pour pouvoir désherber, comme on n'a pas de produits chimiques, on est obligé de travailler le sol. Donc ça, c'est... je vais venir à la conclusion tout à l'heure, mais pour moi, ça, c'est vraiment le challenge que doit relever l'agriculture biologique. C'est qu'aujourd'hui, tout laisse à penser que pour retrouver une fertilité du sol, il ne faut pas ou peu travailler les sols. Or, nous, en bio, pour pouvoir lutter contre les mauvaises herbes, c'est notre seule solution de travailler le sol. Voilà. Ça, on pourrait y revenir ensuite dans le deuxième temps sur les défis, parce que je pense que c'est hyper intéressant d'avoir votre avis dessus. Mais donc, du coup, je le garde en tête et on pourra en reparler ensuite. Et juste avant, on va un tout petit peu revenir sur plutôt en fait l'aspect avantageux de la polyculture, parce que pour vous, en fait, c'est peut-être sur ça que se base une agriculture biologique cohérente, vous l'avez dit. Et du coup, je crois qu'on a une question qui est arrivée d'un des participants. Pratiquez-vous le non-labour sur vos céréales? Sinon, quel en est du respect du sol? Est-ce que vous avez entendu la question, Philippe, ou vous voulez que je... Alors, attendez, non, je n'ai pas entendu. J'avais un bruit de fond là, abominable dans mon bureau. Ah. Redites-moi la question. Ouais. Alors, c'est un des participants, du coup, qui vous demande pratiquez-vous le non-labour sur vos céréales? Et sinon, quel en est-il du respect des sols? Alors, voilà. Il soulève la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Aujourd'hui, on laboure les terres. Mais mon objectif est de faire des essais pour essayer de ne plus labourer, je dirais, systématiquement tous les ans les terres, mais qu'une fois tous les 2 ou 3 ans, en implantant des cultures intermédiaires et en faisant du semis direct sur certaines cultures. Mais
il faut bien comprendre que notre seul outil pour lutter contre les mauvaises herbes et qui sont éternellement présentes dans les cultures, c'est un travail même superficiel du sol. Donc, on n'a pas d'autres moyens aujourd'hui. Il n'existe pas de Roundup bio, donc on n'a pas de moyens pour lutter contre les mauvaises herbes autrement que par le travail du sol. Okay. Et il faut savoir que les mauvaises herbes sont capables de vous anéantir totalement une récolte. Donc ça, c'est pas du tout le but recherché. Okay. Il y a une autre question aussi qui est arrivée. Alors, c'est un des participants qui demande à refaire, vous iriez en bio à nouveau. Philippe Leger l'a dit auparavant, mais en fait, il est toujours en agriculture biologique. Mais c'est vrai que ça pourrait être une question un peu intéressante, peut-être à poser un peu plus tard. C'est est-ce que vous avez déjà pensé à renoncer au bio? Mais peut-être que soit vous pouvez y répondre maintenant, on pourra peut-être y répondre plus tard. Moi, je peux y répondre maintenant. Non, je suis. Alors, quand on a basculé bio en 2009, mon épouse était beaucoup plus partante que moi. Moi, intellectuellement, je n'arrivais pas, enfin, au niveau de l'élevage de porc, à m'imaginer en non bio, parce on utilisait des produits, notamment des hormones sur les animaux, que je n'arrivais pas à imaginer à travailler sans. Et bon, c'est mon épouse qui m'a poussé. Et puis à un moment ou à un autre, j'ai eu le déclic en disant oui, pourquoi pas. Et on est parti. Donc, mais depuis, non, je n'ai jamais, mais alors au grand jamais, pensé faire demi-tour. Et plus j'avance et plus je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mmh. Voilà, parce que c'est, enfin, encore une fois, c'est d'abord un choix intellectuel. Donc il faut vraiment on ne peut pas vous pousser à faire du bio parce que la démarche est tellement lourde de conséquences, je dirais ne serait-ce qu'économiquement sur votre exploitation, qu'on ne peut pas y aller en marche arrière. Donc il faut vraiment être convaincu en se disant il y aura des obstacles, ça va être compliqué, mais on trouvera des solutions. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce pas-là, après, eh bien, on y va. Et ça se déroule, là, effectivement, c'est pas toujours rose, il y a des soucis, il y a des grands bonheurs, il y a des grands malheurs, mais non, au grand jamais, je regrette ça. D'autant plus que intellectuellement, c'est passionnant parce qu'on est c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on est un petit peu à l'avant-garde de l'agriculture dans la recherche. Et je dirais aujourd'hui, c'est plaisant de voir que certains conventionnels essayent d'adapter les pratiques bio sur leur ferme en disant après tout ça marche sur le bio, pourquoi sur le conventionnel ça pourrait pas ne pas marcher. Et donc c'est ça qui est intéressant, en fait on est un petit peu le fer de lance de l'agriculture en termes de recherche. Et là je vois aujourd'hui bon, si on parle de matériel de RC-tri qui servent à désherber nos cultures. Aujourd'hui, on est en CUMA, nous, on a racheté une RC-tri et en fait, on est à moitié agriculteurs bio à avoir pris des parts et moitié agriculteurs conventionnels qui veulent aussi essayer de faire du désherbage, une partie de leur désherbage avec du matériel bio sur leurs terres conventionnelles. Et ça, je trouve ça, je dirais, à la fois très intéressant et puis valorisant parce que dit finalement, on leur a montré la voie. Ok. Une autre question aussi qui est arrivée. Alors, comment gérez-vous le fourrage en plein hiver, surtout avec 50 hectares de prairies pour l'élevage? Eh ben, on fait du foin, on fait de l'enrubanage toute une partie de notre saison. À partir du mois de mai, on fait des coupes de foin et d'enrubanage pour pouvoir nourrir les animaux hiver. Parce qu'en fait, on rentre les animaux de novembre au 15 avril, quoi. Donc, durant toute cette période, on nourrit tout le monde avec ce qu'on a récolté durant la belle saison. Okay. Et une dernière question avant de passer à l'autre sous-thème. Est-il essentiel de se fournir en semences bio ou bien le plus important reste le moyen de production par la suite?
Alors, bon, là je vais être, comment dire, il faut pas être un ayatollah du bio. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le bio, c'est on peut forcément toujours mieux faire. On peut laver plus blanc que blanc. Il y a des labels qui sont encore plus exigeants que le bio, etc., etc. Pour moi, l'important, c'est d'aller c'est la direction qu'il faut donner. Alors, oui, c'est mieux d'utiliser des semences bio. Maintenant, si on ne trouve pas de semences bio pour faire une culture qui vous intéresse, à partir du moment où elle est non traitée, moi, ça me pose pas de problème. Je veux dire, c'est plus l'itinéraire technique après sur la culture qui est important. La semence par elle-même, bon, je vous dis, si elle n'est pas traitée, moi, ça ne me pose pas d'état d'âme. Alors après, réglementairement parlant, ça se discute, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, philosophiquement parlant, c'est pas non plus la fin du monde. Merci. Donc, on va passer à l'autre sous-thème qui traitait donc là plus de la qualité de l'eau. Mais merci beaucoup à ceux qui ont posé des questions et n'hésitez pas non plus à en reposer d'autres parce que je pense que c'est un thème quand même qui est assez large. Donc, nous, on a essayé de prendre un angle assez précis, mais voilà, n'hésitez pas à le faire parce que c'est le moment pour. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, le troisième sous-thème, c'était l'agriculture biologique et le respect de la qualité de l'eau. Et là, ça passait notamment à travers l'utilisation d'engrais biologiques, donc qui en fait évitent la pollution des nappes phréatiques et qui améliorent encore une fois la structure des sols. Et donc, tout ça favorise une réduction des risques de pollution des nappes phréatiques et donc une non-pollution de l'eau. Donc, Philippe, est-ce que vous avez vu est-ce que déjà vous êtes d'accord, est-ce que c'est un élément emblématique de l'agriculture bio, cette protection de la qualité de l'eau? Est-ce que vous pratiquez est-ce que vous mettez en place des pratiques pour vraiment essayer de favoriser la qualité de l'eau? Est-ce que c'est important pour vous? Alors, la qualité de l'eau, elle s'analyse sur deux critères. Un, c'est la teneur en nitrate. Deux, c'est la teneur en produits phytosanitaires. Voilà. La qualité de l'eau, quand vous faites des analyses d'eau, nous, en mairie, c'est ce qu'on reçoit. Bon. Alors, les produits phytosanitaires, évidemment, en bio, on n'utilise pas, donc on risque pas de polluer les nappes phréatiques. La seule chose qu'il faut savoir sur les produits phytosanitaires, c'est que leur temps de migration dans les nappes est très, 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 très long. C'est-à-dire qu'on a, je vais vous prendre un exemple, vous ne connaissez peut-être pas, qui est un produit de désherbage de maïs qui s'appelle l'atrazine, qui est un produit qui est interdit d'utilisation depuis une trentaine d'années à peu près. On en retrouve encore dans les nappes phréatiques. On en retrouve encore dans des analyses de sol. Donc, si vous voulez, c'est très, très, très long à évacuer. Et je vous parle de l'atrazine, mais il y a d'autres produits qu'on retrouve comme ça dans les nappes phréatiques, d'autant plus qu'on a des moyens techniques de plus en plus pointus pour retrouver des produits. Donc, après, est-ce que c'est grave ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc ça, effectivement, l'agriculture, la biologique, là-dessus, on est, je dirais, on est clean, puisqu'on n'utilise pas de produits. Bon, deuxième chose, la teneur en nitrate. Alors, la teneur en nitrate, là, c'est un peu plus discutable parce que si vous prenez par exemple toute la Bretagne, qui fait beaucoup de porc et qui épand beaucoup de lisier, qui sont des produits bio, hein, puisque c'est un produit naturel, le lisier. Bon, quand vous faites des analyses d'eau en Bretagne, les teneurs en nitrate sont souvent bien élevées. Donc là, on tombe sur un excès. Si on utilise du fumier comme nous on le fait, il n'y a absolument aucun risque de lessivage des nitrates. Tout le produit est utilisé par les plantes, donc il n'y a pas de problème. Donc là, sur votre question, on respecte la qualité de l'eau, oui, sans aucun problème. Ok. Et pour vous, est-ce que c'est quelque chose quels sont ensuite les effets du coup de du respect de la qualité de l'eau? Est-ce qu'il y a un effet direct? Est-ce que c'est un effet sur le plus long terme? Pourquoi est-ce que c'est important de respecter la qualité de l'eau? Attendez,
Bon, je suis maire de ma commune. La qualité de l'eau, attendez, c'est ce qu'on envoie dans les réseaux je dirais pour nos concitoyens. Donc oui, la qualité de l'eau, c'est indispensable parce que le traitement de l'eau coûte une fortune. Aujourd'hui, dans certaines zones, notamment dans l'Oise, on est obligé d'installer des systèmes pour enlever donc les produits phyto de l'eau. Ça coûte mais une fortune. Donc, si vous voulez, oui, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a mis en place, alors, ce qu'on appelle dans notre jargon des ZT, donc des zones de non-traitement, où on a des périmètres à respecter autour des zones de captage qui sont généralement remises en pâture ou en herbage pour qu'il n'y ait pas d'utilisation de produits phyto et pas de nitrates. Donc, oui, non. Enfin, là, il faut absolument faire attention à ça. Mais là, encore une fois, je dirais le législateur s'est aperçu des excès qu'a eu l'agriculture et donc au-delà des agriculteurs bio, toutes les zones de captage d'eau aujourd'hui sont protégées dans des rayons très importants et ne reçoivent pas de produits de traitement. J'ai plus le chiffre en tête, mais je sais que les captages des zones déviants, etc., ce sont des milliers d'hectares qui sont en interdiction d'épandage de produits phyto. Donc, oui, là-dessus, l'agriculture biologique, on est rien à dire. Mais pour arriver à retrouver une eau sans pesticides, alors en conventionnel, on en utilise de moins en moins, mais on en utilise toujours, ce sera très très long. Très très long. Là-dessus, mais bien sûr que ça vaut le coup. Comment? C'est sûr qu'on ne peut pas continuer à. Comme ça, si vous voulez, après, c'est des enjeux de santé publique. Hein. On déborde de l'agriculture, là. Hein. Quand on s'aperçoit. Encore une fois, c'est des choses qu'on découvre avec le temps. Quand on utilisait l'atrazine, on ne savait pas que ça pouvait migrer dans les nappes. C'est quand on s'est aperçu que ça migrait dans les nappes qu'on a dit, oh là, il faut arrêter. Seulement, on s'aperçoit que 30 ans après, on en a toujours. Donc, si vous voulez, on connaît les risques, on connaît les problèmes. Le problème, c'est que la résolution de ces problèmes ne se fait pas d'un claquement de doigts ou par une loi. Il faut que le sol se nettoie, il faut que les produits migrent ou disparaissent ou soient consommés, par les micro-organismes. Mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai une question qui va nous permettre en fait de basculer, parce que le temps file un peu, mais une question qui va nous permettre de basculer donc du coup plutôt des intérêts de l'agriculture biologique aux défis en fait de cette agriculture biologique. Et donc vous avez fait le choix de pratiquer cette culture-là. Et est-ce que un des participants vous demande quelle structure vous accompagnez pour cette reconversion? Donc, non. Quelle structure, à quel niveau? Alors, ça n'a pas été spécifié, mais peut-être déjà au niveau de votre région ou quelles aides, quand vous avez décidé de vous mettre à l'agriculture biologique, est-ce que vous avez eu des structures qui sont des organismes qui vous ont particulièrement aidé dans cette reconversion? Alors, pour notre cas personnel, après j'irai sur un cadre plus large. Pour notre cas personnel, on est éleveur de porcs dans l'Oise. On doit être 5 éleveurs dans l'Oise, un seul bio, nous. Et quand on a décidé de se convertir, on est parti tout seul, sans encadrement, parce qu'il n'y a pas de structure locale qui nous permettait de faire ça. Alors, on s'est renseigné à droite, à gauche, on a voyagé un peu pour aller essayer de rencontrer des éleveurs, mais on est parti comme ça, je dirais, sans filet et sans conseil. Ça n'a pas toujours été sans conséquences économiques, mais on n'avait pas d'autre choix parce qu'il n'y avait rien autour. Après, aujourd'hui, et on n'a pas eu d'aide financière de qui que ce soit. Parce qu'en fait, les conversions bio sont liées au nombre d'hectares, à l'hectare, si vous voulez. Donc, nous, comme on avait des pâtures qui étaient déjà en bio, voilà, on n'a rien touché pour basculer l'élevage de porcs en bio.
Par contre, quand vous avez des cultures que vous basculez en bio, là, vous touchez effectivement des aides à l'hectare qui peuvent être importantes, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Et vous avez aujourd'hui en plus des aides régionales qui, alors là, sont attribuées en fonction des régions. Et bon, dans les Hauts-de-France où on est situé, on est plutôt bien placé. Donc, entre l'année où vous êtes reconverti et aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a une évolution en termes d'accompagnement, d'aide des agriculteurs et des producteurs à se convertir en bio? Ah ben, ça, c'est le jour et la nuit, oui. C'est le jour et la nuit. Oui, aujourd'hui, il y a plein de structures qui se sont mises en place. On a maintenant, on a Bio de France, enfin, il y a, il y a plein d'organismes qui sont créés pour épauler, pour aider, mais nous, à notre époque, bon, ça fait pas tant de temps que ça qu'on s'est converti, ça fait une douzaine d'années, mais on était encore dans les tout premiers, quoi. Donc, oui, aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est important, qui est efficace et qui est, je dirais, qui est nécessaire quand même, parce que c'est quand même une. On sort, quand on vous basculez en bio, vous sortez des sentiers battus. Nous, sur toutes les techniques de production conventionnelles, que ce soit de l'élevage comme de l'agriculture, on a nos organismes de recherche qui ont balisé le travail. Donc, si vous voulez, vous avez des bouquins, vous allez sur Internet pour faire un blé, il faut se mettre à telle date, telle densité, tel traitement, etc. Vous avez tout ce que vous devez faire, que ce soit pour une culture ou pour l'élevage. En bio, on n'a rien de tout ça. Tout est laissé au feeling de l'agriculteur, de ses connaissances, de sa terre, de son climat, etc. Donc, si vous voulez, ça fait que quelques années où on fait des essais en bio. Moi, sur mes parcelles, j'accueille des essais de la Chambre d'agriculture, et ça fait que quelques années que tout ça se met en place et qu'on commence à savoir à mettre en place des itinéraires techniques bio en disant, ben non, il faut semer plutôt à telle période, telle densité, telle variété, etc., etc. Et ça, c'est tout récent. C'est vraiment tout récent, parce que il y a 20 ans, les gars qui étaient en bio, c'était des uluberlus, des illuminés, quoi, si vous voulez. Aujourd'hui, quand vous avez des exploitations de 500-600 hectares qui basculent en bio, c'est plus du tout des illuminés, c'est des chefs d'entreprise qui font un choix stratégique pour le long terme. Donc, on a complètement changé d'échelle au niveau de développement de la bio, quoi, si vous voulez. On a une autre question qui nous est arrivée de la part des participants. Que pensez-vous de la FNSEA? Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est? Alors, la FNSEA, alors, soit j'emploie mon joker, soit je vous parle. Non, la FNSEA, c'est Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est le premier syndicat agricole de France qui représente à peu près, je vais dire à la louche, entre 70 et 80% des agriculteurs. Voilà. Bon. Alors, c'est un syndicat qui a une vision de l'agriculture, on va prendre un peu de langue de bois, qui n'est pas la mienne, on va dire, et qui a une vision de l'agriculture qui n'est pas bonne pour l'agriculture, parce que je pense qu'ils manquent de vision sur le long terme. Voilà. Je pense qu'ils sont arc-boutés sur ce qu'on faisait il y a 20 ans. Ils ne voient pas les évolutions, notamment au niveau des consommateurs. Moi, c'est ça qui me chagrine le plus. Je pense si l'agriculture, je fais un aparté, mais je veux dire, si l'agriculture a été longtemps on produit parce que les gens ont faim. Aujourd'hui, les gens n'ont plus faim. Donc maintenant, pour vendre, il faut produire ce que veulent les consommateurs. Et si je n'ai pas de dire je vais produire ça et puis j'arriverai bien à le vendre, non. Il faut d'abord commencer par voir le consommateur et après produire. Donc ça, je vais faire mon aparté. Donc la fédération, non, moi j'ai jamais cotisé à la fédération. Je suis beaucoup plus sur ce qu'on appelle la confédération paysanne, qui est, je dirais, le syndicat des petites exploitations plutôt bio, voilà. Et il y a un autre syndicat qui est la coordination rurale, qui est plutôt un peu plus proche de la fédération. Et puis il y a le MODEF qui est un tout petit syndicat, etc., qui est encore un petit peu à part. Mais non, la Fédé, non. Ok.
Voilà. Merci en tout cas d'avoir donné votre avis sur cette question-là. Il nous reste que 5 minutes, donc du coup, on va très rapidement passer pardon, attention. Donc, en fait, les futurs défis de l'agriculture biologique. Donc, vous nous avez déjà parlé, vous, du défi, en fait, de l'agriculture biologique qui est de travailler le moins possible le sol, qui pour vous était un réel défi. On ne va pas y revenir dessus parce qu'on a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous auriez un autre défi majeur que vous verriez pour l'agriculture biologique et lequel ce serait? Ah ben, le défi, après, c'est… Parce que pourquoi, du coup, tout le monde ne se met pas à la bio? Pourquoi tout le monde ne se met pas à la bio? Parce que je pense qu'il n'y a pas de marché en face, déjà. Si on prend le problème à l'envers, comme je disais, à partir des consommateurs, alors, pourquoi tout le monde ne se met pas au bio? Les gens vont vous dire, parce que si on se met au bio, on ne pourra plus nourrir la planète. Bon, ça, c'est totalement faux, c'est un argument bidon, parce qu'en France, on est le pays qui utilise le plus de produits phytosanitaires. Partout ailleurs, on en utilise très peu, donc les rendements sont très proches dessus d'une agriculture bio. Donc le fait qu'on puisse pas nourrir la planète, ça pour moi, c'est pas un argument. Non, ce qui serait souhaitable, c'est que l'agriculture bio se développe. Ce qu'il faut en face, c'est des marchés pour qu'on puisse se développer. Voilà. Tout en gardant des prix rémunérateurs pour l'agriculteur, ce qui aujourd'hui est le cas pour nous. Je le reconnais très franchement, je considère que je gagne correctement ma vie, même si on bosse comme des fous, mais je gagne ma vie, je n'ai pas peur de le dire. Mais je pense qu'il faut la développer, mais il faut le marché en face et des prix rémunérateurs. Voilà. Sachant qu'on a des voisins européens qui se développent également en bio. Je parle notamment de l'Allemagne qui est très en avance chez nous, l'Autriche bien sûr qui est leader, mais ça se développe beaucoup dans les pays de l'Est aussi, et forcément à des coûts qui sont inférieurs aux coûts français. Donc là, il y a, je dirais que pour que l'agriculture bio française persiste, il faut que les consommateurs veuillent acheter bio, mais aussi local. Ouais. Et là, on arrivera à avoir des exploitations agricoles de taille raisonnable, donc pas des multinationales, et qui surtout, et ça c'est un point sur lequel on n'a pas abordé, mais qui emploient du monde. C'est-à-dire que moi, avec mes 50 hectares, on est 7 à travailler sur la ferme. Vous avez mon voisin, il a 400 hectares, ils sont 2. Voilà. Et moi, je pense qu'on a aidé les agricultures bio, c'est aussi aider à créer de l'emploi. Et je regrette d'ailleurs que les aides européennes qu'on reçoit de Bruxelles soient uniquement centrées sur le nombre d'hectares et n'aient pas un coefficient incluant la main-d'œuvre totale de l'exploitation. Parce que je pense que ce serait quelque chose qui ferait réfléchir un peu plus les chefs d'entreprise que sont les agriculteurs. Merci beaucoup pour ces derniers points, Philippe. C'est très intéressant et c'est vrai qu'on pourrait continuer à en parler beaucoup et enfin voilà quoi pendant plusieurs heures. Mais pour cette conférence qui se termine bientôt, on va devoir s'arrêter là. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et encore une fois, merci beaucoup Philippe d'avoir aussi été la personne principale pour y répondre. C'était vraiment, enfin en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc maintenant, je crois que je vais juste redonner la parole à Lucie qui va clôturer du coup cette conférence. Oui, donc voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce live et comme tu l'as dit, c'est passé très vite. Et c'était très intéressant. Donc, je remercie encore beaucoup donc Cassie et donc Philippe, son invité, qui nous ont parlé donc de l'agriculture biologique. Donc, moi, je vous donne donc rendez-vous pour un prochain live. Je remercie du coup mes deux invités et également Hervé qui a été à la réalisation et Pierre-Julien qui a été à la communication, à la modération Facebook. Ce live il reste visionnable donc sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à le partager et puis à participer à Après Libre si ce n'est pas déjà fait.
Et donc, pour le prochain rendez-vous, donc, ce sera donc le 13 avril pour un autre live sur Facebook, en espérant avoir bientôt des vrais événements en physique. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.